maintenant. Bonjour à tous. Alors, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes en replay, parce que quand nous avons fait notre vidéo vendredi, nous avons rencontré un petit souci d'enregistrement et certains d'entre vous, en plus, n'ont pas réussi à se connecter. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde et premier jour du confinement, ça devait poser souci. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'immunité et cette conférence était programmée déjà au mois d'août. Nous avions déjà prévu la conférence lors du Salon Bio de Strasbourg, mais nous ne pensions pas qu'on serait en plein dans l'actualité à nouveau du confinement et de l'immunité. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Dominique. Je vais juste me présenter 2 minutes pour ceux qui ne me connaissent pas et ensuite Anne-Dominique se présentera. Donc, je suis Françoise Busset-Renaud, directrice du laboratoire Soria Vie, Soria Natural France. On est donc spécialisé dans la phytothérapie et dans les extraits fluides en particulier, puisque le laboratoire a 400 hectares de plantation en culture bio. Et donc, on est essentiellement sur des extraits fluides dans la glycérine, mais tout ça, Anne-Dominique va en parler tout à l'heure. Et je ferai mes petits commentaires au fur et à mesure. Voilà. Hier, c'est vrai qu'on avait les questions d'un certain nombre de personnes, donc j'en profiterai pour mettre mes commentaires qui correspondaient aux questions de certains lors de la première session. Voilà, je laisse la parole à Anne-Dominique. À toi. Merci Françoise. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Effectivement, je suis naturopathe depuis bientôt une petite dizaine d'années. J'étais chirurgien dentiste avant. Je dis toujours en plaisantant, nul n'est parfait. Mais voilà, donc j'étais chirurgien dentiste pendant plus de pratiquement 25 ans. Et puis, je me suis reconvertie dans la naturopathie pour mon plus grand bonheur, parce que j'ai fait ma formation au sein de l'école Planta Santé à Rosheim, chez Elisabeth et Christian Busser, qui, avec beaucoup de générosité et de passion, ont retransmis tout leur savoir en naturopathie, pas qu'en naturopathie d'ailleurs. Et nous avons effectivement eu beaucoup d'échanges avec des ouvertures extraordinaires. Et donc, grâce à eux, j'ai mis le doigt dans l'engrenage ou dans le monde merveilleux plutôt de la naturopathie, qui n'est pas un métier pour moi actuellement, mais qui est une passion. C'est quelque chose, j'estime, qui se vit quasiment 24 heures sur 24, avec des petites fenêtres thérapeutiques où on oublie le naturopathe. Il vaut mieux quand Il en même. faut de temps en temps. Voilà. Voilà, j'avais besoin de rire au départ, de déstresser un petit peu parce qu'on a eu des petits soucis effectivement informatiques. J'avais perdu mon diaporama, j'ai dû le refaire. Bon, bref, un petit coup de stress, mais il paraît qu'il y aura bientôt la même naturopathe qui fera une conférence sur le stress. Tout à fait. C'est C'est en d'actualité. replay. Ok, donc voilà, donc comme dit, la naturopathie pour moi c'est vraiment une passion et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça touche même ça touche directement au sens de notre vie et à ce qui est important dans notre vie effectivement, c'est-à-dire le bien-être. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons parler d'immunité, comme l'a dit Françoise très justement. Quand on a évoqué ce sujet, quand on a prévu la conférence, bon, c'est un sujet qui est toujours intéressant, mais qui effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, est vraiment d'une actualité première et qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Et comme je le disais, ce que je n'arrive pas à comprendre ou ce que je regrette vraiment, c'est que depuis qu'on a qu'on est dans cette épidémie ou ces problèmes viraux, euh, tout le, personne n'a parlé d'immunité au départ. Ouais. On a surtout parlé de traitement, mais pas de comment faire pour soutenir son immunité, etc. Et je trouve que c'est dommage. Et maintenant, on entend parler de l'immunité, mais j'ai presque envie de dire, alors il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais j'ai presque envie de dire quel dommage d'en parler maintenant, parce que l'immunité, c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour tout au long de sa vie et que nous aurions dû ou que nous devrions travailler depuis longtemps. Alors bon, ben voilà, c'est fait, on ne revient pas en arrière. Et puis on va essayer donc aujourd'hui de voir ce que c'est l'immunité et puis surtout de voir comment la rebooster si elle en a besoin d'être reboostée. Alors,
Notre corps est une machine extraordinaire. Il est doté d'une capacité d'auto-guérison. Il suffit de le mettre dans des conditions favorables pour permettre l'expression de cette auto-guérison qui va faire face à des facteurs d'agression au quotidien. Et là, on pense aux allergènes de tout poil, comme je le dis en plaisantant, puisqu'on parle effectivement souvent de poils d'animaux comme étant allergènes, mais c'est aussi le cas pour tout ce qui est acarien, moisissure, poussière, pollen. J'en oublie certainement, les composants de certains médicaments allopathiques. Ça peut être des composants de notre alimentation, et je pense notamment à l'alimentation issue de l'industrie agroalimentaire qui contient des pesticides, des colorants, des exhausteurs de goût, des additifs divers et variés. Vous savez, tous les fameux E que l'on retrouve dans les listes d'ingrédients. Et bien sûr, évidemment, les champignons, les bactéries et les fameux virus. Alors, nous avons un système de défense, puisqu'on vit dans un monde plein d'agressions en permanence. Nous avons heureusement un système de défense. Oh. Mon ordinateur aussi, il a un système de défense. Ça bloque. Voilà. Ah non, hein. Si, Voilà. c'est bon. Il y a trop de stress là depuis tout à l'heure. Qui a dit que c'était le cordonnier le plus mal chaussé? Donc, puisqu'on parle d'immunité, je dis toujours qu'il faut savoir de quoi on parle avant d'en parler, avant de voir les possibilités de soutenir cette immunité, sachons déjà au moins de quoi on parle. Alors effectivement, nous avons un système immunitaire extraordinaire qui est fait en deux parties. Nous avons d'abord un système de défense non spécifique et un système de défense spécifique. On va s'y attarder quelques secondes. Notre système de défense non spécifique, eh bien, il est constitué d'une première ligne de défense formée par les barrières mécaniques et chimiques externes, c'est-à-dire la peau et les muqueuses. C'est-à-dire qu'au niveau donc, cutané, on a la peau, au niveau ORL, on a les muqueuses ORL, au niveau digestif, on a la muqueuse digestive. Et puis, il y a une seconde ligne de défense interne qui est donc constituée, toujours dans cette défense non spécifique, on a une seconde ligne de défense interne qui est constituée de cellules tueuses naturelles et de phagocytes. Vous savez, les phagocytes, c'est ces microbes qui jouent à « je t'attrape, je te mange ». Il y a la bactérie, le virus qui est là, il y a le phagocyte qui arrive comme ça, hop, il ouvre sa grande bouche, il l'attrape, il la mange et hop, c'est fini, on n'en parle plus. Donc la phagocytose. Donc système de défense non spécifique. Et donc ces systèmes-là de défense interne non spécifique sont responsables de la réaction inflammatoire, avec par exemple l'augmentation de la température, la présence de fièvre et sécrétion de substances antimicrobiennes. Voilà pour notre première ligne de défense non spécifique. Alors, je me permets tout de suite de faire une parenthèse. Puisqu'on parle de soutenir son immunité, on parle aussi de soutenir cette première ligne de défense non spécifique. Et je pense notamment à la peau, qu'on est en train de malmener en lui faisant subir des passages réguliers de gel hydroalcoolique qui enlève justement ce fameux film lipidique et cette couche bactérienne que nous avons sur la peau et qui est une ligne de défense. Donc, un simple lavage au savon suffit largement et ne va pas détruire complètement cette couche lipidique qui est notre première barrière. On parlait donc de la peau, on parlait des muqueuses. Pour les muqueuses, par exemple, des fosses nasales, eh bien là aussi, soutenons les muqueuses de nos fosses nasales, déjà en aérant, en respirant un air correct, mais aussi en les nettoyant régulièrement, un mouchage doux, en les humidifiant. Nos cellules fonctionnent mieux quand il y a une certaine humidité à ce niveau-là. Donc, effectivement, un mouchage régulier, un mouchage doux, une humidification. L'air de nos appartements devrait aussi être légèrement humidifié, peut-être. On vit souvent dans des atmosphères trop sèches. Donc, prenons soin de nos muqueuses ORL. Et je parlais de la muqueuse digestive. Et là, c'est ce que vous avez là sur l'image. Vous avez donc la représentation de la muqueuse digestive avec les cellules, les entérocytes, qui sont collés les uns aux autres comme ça, parce qu'on appelle les jonctions serrées, là, ces petits points bruns que vous voyez entre les cellules, qui permettent en fait d'avoir une muqueuse imperméable. C'est-à-dire que les nutriments qui vont arriver, ceux qui sont acceptés et acceptables pour l'organisme,
vont traverser les cellules et passer après dans la circulation sanguine. Mais quand il y a une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que notre muqueuse n'est pas en bon état, les jonctions sont desserrées et les molécules pathogènes, toxiques, toxines, peuvent passer entre les cellules et aller à ce moment-là encrasser l'organisme. Donc, prenons soin de notre muqueuse intestinale. Et là, tout simplement, on va le voir après, c'est l'alimentation qui joue, mais pas que. Je fais tout de suite une petite remarque. Le stress agit également sur les jonctions serrées. Le fait de stresser va desserrer ces fameuses jonctions serrées. Donc, ne stressons pas, ce n'est pas bon pour notre muqueuse intestinale. Et puis, bien sûr, il faut entretenir son microbiote. Vous savez, toutes ces bactéries que nous avons qui tapissent cette muqueuse intestinale et qui sont là à la fois pour terminer le travail de la digestion et pour soutenir cette muqueuse, la protéger. Il faut un microbiote en bon état et le microbiote dépend de notre alimentation. Donc voilà déjà pour cette première ligne de défense non spécifique. Entretenons déjà cette ligne de défense spécifique avant déjà de vouloir aller plus loin. Ensuite, nous avons un deuxième système de défense qui est dit cette fois-ci spécifique. C'est ce qu'on appelle aussi l'immunité adaptative et qui va s'ajuster à l'agent pathogène en cause, que l'on va appeler à ce moment-là un antigène et qui est reconnu par le corps comme non-soi. Et avec production, donc ce système de défense spécifique, cette immunité adaptative, va produire des types spécifiques de cellules et d'anticorps qui ont pour effet d'inactiver ou de détruire un antigène donné. Et cette immunité fait appel aux fameux lymphocytes T et lymphocytes B, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et cette immunité adaptative est beaucoup plus lente à s'installer. Il faut que le corps rencontre effectivement les antigènes au fur et à mesure pour que s'installe en fait une mémoire. Il y a une composante mémoire qui intervient dans cette immunité adaptative. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que l'immunité est quelque chose de très complexe, mais on voit déjà un petit peu comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va passer au conseil en naturopathie pour soutenir notre immunité. Alors avant de passer au conseil, je voudrais juste redéfinir rapidement ce que c'est la naturopathie, puisqu'il y en a peut-être parmi vous qui ne maîtrisent pas encore tout à fait ces connaissances. Alors la naturopathie permet de retrouver, de préserver ou d'optimiser sa santé à l'aide de techniques naturelles qui permettent de stimuler justement les capacités d'auto-guérison de notre corps. Le naturopathe a une vision dite holistique, c'est-à-dire globale de l'être humain, englobant à la fois le plan physique, bien sûr, mais aussi mental, psychologique, émotionnel, énergétique de la personne, mais aussi replaçant la personne dans son environnement socio-culturel pour pouvoir donner ainsi des conseils personnalisés, adaptés au terrain de chacun, avec des bases communes selon les symptômes ou les pathologies. On est vraiment toujours en naturopathie dans ce que j'appelle le sur-mesure. Je dis toujours, on est l'équivalent de la haute couture, mais au niveau de l'alimentation. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque client qui vient consulter un naturopathe. Alors, le naturopathe agit comme un éducateur de santé, permettant à chacun de se retrouver acteur de sa santé et non plus simple consommateur. Toujours en travaillant sur ce qu'on appelle le trépied de la naturopathie, que l'on va voir après, et ne s'arrêtant pas aux symptômes, mais cherchant la cause, voire la cause de la cause. Alors, ce fameux trépied de la naturopathie, quel est-il? Eh bien, on va travailler, sur l'alimentation. On verra, Hippocrate disait déjà, grosso modo, en moins 400 avant Jésus-Christ, que ton aliment soit ton médicament. Donc, c'est vraiment l'alimentation qui est la base. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ou voilà, je veux dire, on connaît tous ces phrases liées à l'alimentation. On sait que la santé démarre dans notre assiette. Donc, premier trépied de cette naturopathie, c'est l'alimentation. On a ensuite la gestion des émotions et en troisième point, on a ce qu'on appelle le reste, c'est-à-dire le mouvement, la respiration, l'hygiène de vie, même si gestion des émotions et alimentation, c'est aussi finalement de l'hygiène de vie. Mais là, voilà, on est dans des choses autres que l'alimentation et la gestion des émotions. Donc, on va commencer par l'alimentation. Et quand on voit ce joli panier de fruits et de légumes, on comprend tout de suite ce qui est important pour nous au niveau de l'alimentation. C'est ce que j'appellerais la micronutrition.
Ce que j'appelle la macronutrition, protéines, lipides, glucides, on ne va pas trop s'en occuper dans la mesure où pratiquement tout le monde de nos jours ici en France a une macronutrition. On trouve des protéines, des lipides, des glucides dans son alimentation. Il faudrait déjà être dans un cas de figure tout à fait particulier pour ne pas apporter ce genre de choses à notre corps. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la micronutrition. La micronutrition, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, les enzymes, tout ce qui va permettre les réactions en chaîne de notre métabolisme. Je m'explique. Quand vous avalez quelque chose, quand vous mangez un aliment, les nutriments que vous apportez vont être, comme je dis familièrement, détricotés pour arriver à des plus petites unités, des petites substances. Par exemple, les protéines vont donner des acides aminés. Donc, c'est des toutes petites briques que les cellules vont pouvoir utiliser. Donc, le but, en fait, c'est de dégrader les nutriments que nous mangeons en produits terminaux que nos cellules vont pouvoir utiliser. Et cela se fait par des réactions chimiques sous l'effet d'enzymes. Je donne toujours l'image de la construction d'une maison. Vous apportez des matériaux pour construire votre maison. Vous avez besoin de monter un mur, vous apportez des briques. Ce sont les nutriments. Mais ces nutriments de départ, il va falloir les combiner pour pouvoir monter un mur. Il faut travailler avec ces matériaux. Eh bien, pour faire ce travail, nous avons des ouvriers, notre corps a des enzymes. Et ces enzymes-là, pour travailler, comme les ouvriers, de quoi ont besoin les ouvriers pour travailler? Alors, en plaisantant, je dis toujours d'un bon salaire, ça c'est une chose, mais ils ont surtout besoin des outils, et pas seulement d'outils, mais de l'outil qui correspond à leur travail. C'est-à-dire que le maçon qui va monter le mur, il va peut-être avoir besoin d'une truelle. Si je lui donne un rouleau de peinture, il ne saura pas quoi en faire, ce ne sera pas le bon outil. Alors c'est pareil pour ce qui se passe dans notre corps. Chaque réaction métabolique va faire intervenir une enzyme tout à fait spécifique qui va avoir besoin de cofacteurs tout à fait spécifiques. Et ces cofacteurs-là, ce sont justement les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments que nous apportons par la micronutrition. Donc on voit maintenant que pour avoir un corps qui fonctionne correctement, avec des cascades enzymatiques qui se font correctement, eh bien il nous faut une micronutrition tout à fait intéressante. Et pour ça, pour apporter à nos cellules ce qu'il leur faut, on va se tourner vers une alimentation vivante, végétale et variée. Qu'est-ce que ça veut dire vivante déjà? Ça veut dire tout simplement qu'il faut du cru dans son alimentation. Parce que dès que vous commencez à cuire, par la cuisson, eh bien on détruit les vitamines, on rend les minéraux moins biodisponibles, on détruit les antioxydants. Je veux dire, tout va dénaturer ce qui est apporté par l'aliment. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'alimentation vivante. On parle d'alimentation végétale parce qu'effectivement, c'est notamment dans tout ce qui est végétal que l'on va trouver un maximum de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants, d'enzymes, etc. Et variés parce que chaque catégorie de fruits, de légumes, de plantes aromatiques ou autres va avoir une prédominance de telles vitamines ou de tels minéraux qui va être intéressant. Donc, vivante, végétale, variée, c'est notre alimentation de base pour soutenir déjà la micronutrition et donc soutenir notre muqueuse intestinale et notre microbiote. De plus, 70% de cellules immunitaires se trouvent au niveau de ce système digestif. D'où l'importance de chouchouter notre microbiote et notre muqueuse intestinale. Voilà donc au niveau de l'alimentation, donc on devrait apporter ce qu'il faut pour que notre corps fonctionne correctement avec une immunité efficace. Maintenant, vous le savez tous, malheureusement, notre alimentation, même en bio, est actuellement moins riche en vitamines, en minéraux, etc., en micronutrition dans l'ensemble. Et donc, cette diminution de qualité de l'alimentation va peut-être nous obliger quelquefois à combler nos carences ou nos déficits avec des compléments alimentaires pour soutenir notre corps, pour qu'il fonctionne correctement. Alors, en dehors de l'idée d'un multivitamine, parce que tout est intéressant, au niveau du fonctionnement du corps, on va cibler plus précisément au niveau de l'immunité la vitamine C. La vitamine C a une action directe sur les lymphocytes, elle les fait frétiller un petit peu plus facilement. C'est dit comme ça. Je ne rentre pas dans le détail, ce sont toujours des choses un petit peu plus complexes. Ce n'est pas là le but, c'est de savoir que la vitamine C est absolument importante en soutien de l'immunité.
Cette vitamine C nous est apportée par des fruits et par des légumes. Elle est détruite par la chaleur très rapidement. Donc, je le disais, l'importance du cru. Pour les personnes qui n'arrivent pas à manger, vous savez que le PNNS, le Plan national de nutrition santé, nous recommande actuellement 5 fruits et légumes, c'est-à-dire 5 portions de fruits et légumes. Je n'en vois pas toujours autant dans les alimentations des personnes qui viennent me consulter. Ce n'est pas évident d'avoir tous les jours 5 portions de fruits et de légumes. Il y a beaucoup de personnes qui ne les ont pas. Et donc, n'hésitez pas à ce moment-là à vous supplémenter en vitamine C, à faire des cures de vitamine C. On pourra peut-être à la fin, Françoise, reparler des formes, puisque c'était des questions qui avaient été posées hier, ou on l'aborde tout de suite. Tu peux, effectivement, oui, concernant la vitamine C, si on est. Il y en a Voilà, qui puisque ont posé la question hier de savoir quelle était la forme de vitamine C la plus intéressante. Voilà. Alors, il existe de nombreuses formes de vitamine C. Vous avez peut-être entendu parler, actuellement, on parle surtout de vitamine C liposomale, qui apporterait la vitamine C directement dans la cellule, qui est une forme très intéressante. Maintenant, moi, je suis toujours pour essayer d'être le plus près de notre alimentation. Et mon chouchou, c'est l'argousier, euh, que tu avais également évoqué hier, Françoise, et qui est un petit fruit qui pousse en Europe. Hein, ce sont des arbres qu'on trouve en Europe et qui est très, très, très riche en vitamine C. Et ce que j'aime beaucoup dans l'argousier, c'est que non seulement il est très riche en vitamine C, mais vous y retrouvez également toutes les vitamines à part la D, en quantité bien sûr plus faible, les autres vitamines, mais on les retrouve. Et on retrouve également beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments. Donc c'est intéressant, on n'apporte pas que de la vitamine C. On apporte comme si on mangeait effectivement un fruit ou un légume. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on apporte plutôt un totum, un ensemble de vitamines, de minéraux qui vont interagir les uns avec les autres. Ça me semble plus intéressant que d'apporter juste une chose. Maintenant, ça, c'est mon avis. Donc Je voilà voulais pour les vitamines C. Je voulais juste Oui, rajouter quelque chose aussi, c'est que plus on essaye de ramener des vitamines d'origine naturelle, d'origine végétale, meilleure sera la biodisponibilité dans l'organisme par rapport à ce que l'on appellerait des vitamines chimiques que l'on achète quelquefois. Donc, tant que c'est possible, essayons de consommer, effectivement, c'est ce que tu disais, des fruits et des légumes, parce que justement, il y a cette présence de vitamines naturelles qui sont beaucoup mieux assimilées. oui, nous sommes faits pour manger ça et pas forcément pour manger des choses synthétiques, effectivement. Ça. Donc voilà pour la vitamine C. On va penser également au zinc. Hein, on en entend beaucoup parler en ce moment. Effectivement, le zinc intervient dans plus de 100 réactions enzymatiques, voire plus. On ne connaît pas encore tous les mystères du corps. Et d'ailleurs, c'est pas si mal que ça d'avoir encore un peu de mystère. Et il a un rôle donc déterminant dans de très nombreux processus biologiques tels que l'immunité. Justement, vous savez que le zinc intervient dans la carence en zinc intervient dans la perte de l'odorat et du goût dont on parle souvent donc actuellement. Alors là aussi, zinc d'origine naturelle de préférence, sinon après vous avez d'autres compléments alimentaires. On parle également du magnésium. Hein. Le magnésium est très intéressant, très important, intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques aussi dans l'organisme. Donc, et nous sommes très souvent, ce sont là des carences très fréquentes hein, en France, d'autant plus que le magnésium est surconsommé en cas de stress. Plus on stresse, moins on a de magnésium, moins on a de magnésium, plus on stresse. Donc, effectivement, qui n'est pas stressé de nos jours, hein, même la naturopathe quand son PowerPoint ne fonctionne pas. Donc, effectivement, c'est intéressant de faire des cures régulières de magnésium. D'autant plus que ce qui est encore important, et c'est la vitamine D. Hein. Alors là, on ne va pas trop la trouver dans nos fruits et dans nos légumes. Hein. La vitamine D, elle n'est apportée qu'à raison de 10% par l'alimentation. Et ce n'est pas trop dans les fruits et légumes qu'on va la trouver, mais on la fabrique essentiellement par photosynthèse, par synthèse cutanée euh, sur un dérivé du cholestérol sous l'action des UVB. Et malheureusement, nous sommes en Alsace, et donc en cette saison, même aujourd'hui où il y a du soleil, on peut se mettre un petit peu les mimines au soleil, on ne fera pas de vitamine D parce que ce n'est pas la bonne longueur d'onde. Et il se trouve que nous sommes très souvent carencés en vitamine D. La vitamine D est immunomodulante, c'est-à-dire qu'elle va soutenir l'immunité quand on a besoin, elle va calmer l'immunité quand celle-ci s'emballe. Donc, elle est très, très, très intéressante et en lien avec de nombreuses pathologies. Donc, il est absolument indispensable d'avoir un taux de vitamine D suffisant.
Donc, je vous encourage vivement à faire une prise de sang pour voir votre taux de vitamine D3 et à vous rapprocher de votre thérapeute pour savoir comment gérer un déficit, une carence ou une vitamine D au ras des pâquerettes pour tenir encore tout l'hiver, puisque nous ne ferons plus de vitamine D avant le mois de mai ici en Alsace. Donc, voilà, ça c'est très important. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre vitamine D, elle est activée au niveau rénal, donc par une réaction chimique sous l'effet d'une enzyme dont évidemment j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette enzyme-là, elle travaille comme toutes les enzymes avec des cofacteurs. Et je vous le donne en mille. Quel est le cofacteur principal de cette enzyme? C'est le magnésium. Donc, je vous parlais du magnésium juste avant. Vous voyez que le magnésium est important aussi pour l'activation de la vitamine D3. Donc, c'est bien d'apporter de la vitamine D d'un côté, mais de l'autre côté, si vous êtes en carence de magnésium, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien les choses qui apportent un petit peu de tout, qui sont complètes, comme si on mangeait effectivement suffisamment de fruits et légumes, suffisamment riches en micronutrition. On peut évoquer aussi le sélénium, qui est important, qui intervient aussi comme soutien de l'immunité. Mais voilà, j'ai envie de dire que presque tout est important au niveau de la micronutrition. Toutes les vitamines sont importantes, tous les minéraux sont importants. D'où l'intérêt de travailler bien sûr sur l'alimentation et quand cela n'est pas possible, de chercher des supplémentations au niveau des compléments alimentaires. Est-ce que tu, Voilà, oui. est-ce que tu pourrais préciser, c'est une des questions qu'on a eues hier concernant le magnésium, quels sont les magnésiums les mieux assimilés dans l'organisme? Oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'on en avait parlé hier. Les sels de magnésium, il en existe plusieurs. Les plus intéressants en complément alimentaire, ce sont les glycinates de magnésium et les citrates de magnésium, qui sont les sels les plus biodisponibles. Moi, j'ai une préférence pour le citrate parce qu'il contient encore plus de magnésium élément par rapport au glycinate, mais les deux sont très intéressants. On cite souvent aussi le glycérophosphate, hein, qui est intéressant aussi. Après, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est le côté phosphate qu'il apporte, puisque souvent, c'est quelque chose dont on n'a pas franchement besoin parce qu'on en a suffisamment dans notre alimentation. Mais bon, ça va aussi comme complément. Donc voilà, les sels à retenir, c'est surtout glycinate et citrate de magnésium qui me semblent être les plus intéressants au niveau de la biodisponibilité. Voilà. Donc voilà pour l'alimentation. On va passer maintenant à la suite. Donc, premier trépied de la naturopathie, l'alimentation. Deuxième trépied, bah, vous le voyez, gestion des émotions. Et vous le savez certainement, la peur fait baisser le système immunitaire, fait chuter notre système immunitaire. Le stress fait chuter notre système immunitaire. Il a une action, je vous le disais, directe au niveau de la muqueuse intestinale, ce stress, hein, en séparant les jonctions serrées et en entraînant une hyperperméabilité intestinale. Donc, on se rend compte qu'il est vraiment important de rester dans le positif, de sourire à la vie, de rire, hein, de garder vraiment un côté positif dans la vie, d'avoir des idées positives, puisque vous voyez que les bienfaits du rire, alors je ne peux que vous encourager à vous raconter des histoires drôles, à vous passer des films drôles, à mettre une musique qui vous met tout de suite de bonne humeur le matin, hein, faire tout ce qui est possible, tout ce que vous aimez pour être positif et rire ou sourire à la vie. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous n'y arrivez pas, à demander à votre thérapeute un soutien en phytothérapie. Il y a vraiment des moyens de travailler là-dessus. Et troisième trépied de la naturopathie, c'est l'hygiène de vie, le reste de l'hygiène de vie qui va regrouper d'abord le mouvement. Pourquoi le mouvement? Eh bien, l'homme est fait pour bouger et quand nous bougeons, nous stimulons notre circulation sanguine qui sera plus fluide. Quel est le rôle de cette circulation sanguine? Eh bien, c'est d'aller nourrir nos cellules, d'apporter les nutriments à nos cellules et de leur apporter l'oxygène. Donc, une circulation plus fluide va permettre une meilleure nutrition, une meilleure oxygénation de nos cellules et des cellules bien nourries, bien oxygénées vont bien travailler. Mais inversement, cette circulation va aussi récupérer les déchets et le gaz carbonique produit par les cellules, parce que les cellules, elles se nourrissent, elles utilisent l'oxygène et elles produisent des déchets et du dioxyde de carbone qui ont besoin d'être éliminés. Donc là aussi, le fait d'avoir une circulation fluide va permettre d'éliminer ces déchets plus rapidement.
De même que le mouvement va fluidifier la circulation lymphatique, et là on est en plein dans l'immunité, puisque c'est au niveau de la circulation lymphatique que se promènent nos fameux lymphocytes, hein, et qu'une circulation lymphatique plus fluide intervient dans le processus d'activation de la réponse immunitaire spécifique, d'où l'importance du mouvement. Deuxième point, la respiration. Je vous l'ai dit, les cellules utilisent de l'oxygène, elles ont besoin d'oxygène pour travailler, et donc l'importance d'apporter de l'oxygène de par la respiration, de faire des respirations de pleine conscience, de respirer, faire des respirations ventrales pour vraiment bien oxygéner notre corps et puis pouvoir éliminer par cette même respiration, éliminer le gaz carbonique. Troisième point, le sommeil. Le sommeil est très important. Pendant la nuit, le corps se détoxique, mais il se régénère aussi. Un bon sommeil est absolument indispensable au soutien d'une immunité en forme. Et bien sûr, le dernier point, c'est le contact avec la nature. Le contact avec la nature est indispensable. Nous sommes faits pour être au contact de la nature régulièrement, même si nous vivons en ville. Et je vous encourage vivement. Ça a été donc prouvé. Vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup de sylvothérapie ou de bain de forêt. Pour ceux qui parlent japonais, le Shinrin-yoku, qui a été travaillé de façon étudiée, de façon médicale, avec des tas d'études et qui a vraiment prouvé une augmentation du système immunitaire. Si mes souvenirs sont bons, je crois que 2 heures de balade en forêt reboostent le système immunitaire pour 5 jours. Donc, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et c'est lié à la fois aux molécules olfactives, aux phytoncides, qui sont ces molécules sécrétées par les forêts, par les arbres, et qui vont donc stimuler notre immunité, mais également par la vue. Hein. Enfin, tous nos sens sont impactés de toute façon par le bain de forêt, mais par la vue de la couleur verte aussi, hein, de la nature, qui va augmenter notre système immunitaire. Et ça, c'est important de le savoir, puisque en ce moment, malheureusement, nous sommes un petit peu privés de nature pour ceux qui n'habitent pas près des forêts, puisque nous sommes en période de confinement. Et donc, je ne peux que vous encourager à aller, peut-être vous avez des parcs auprès de vos habitations, donc d'aller vous promener dans les parcs, d'en profiter. Si vous ne pouvez pas aller en forêt, après, vous pouvez toujours regarder vos plantes vertes chez vous à la maison. Et si vous avez la possibilité d'aller en forêt, effectivement, j'ai juste ma batterie qui est faible, je récupère mon petit fil. Voilà, c'est branché, c'est fait. Décidément, on n'aura eu que des problèmes techniques aujourd'hui. C'est pire, ça va. C'est Ça va bien. Ça va bien. Zen. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si je disais, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature et d'enlacer un arbre, ce qui demande aussi toute une technique. Hein. On ne se jette pas sur l'arbre comme un sauvage, comme ça. Hein. On lui demande d'abord l'autorisation, etc. Ça, c'est ce sera l'occasion d'une autre conférence, peut-être. Bon. En tout cas, pour le moment, si vous n'avez pas l'occasion, ben, allez enlacer déjà votre ficus à la maison. Et sinon, projetez-vous des images de nature comme celles que vous avez actuellement sous les yeux. Rien que ça impacte positivement notre cerveau, parce qu'à la limite, le cerveau, il voit du vert, que vous y soyez dans la nature ou que vous le regardiez comme ça, pour lui, c'est la même chose. Ça l'impacte de la même façon. Et vous pouvez très bien compléter encore l'image avec l'olfactothérapie et mettre à côté de vous un diffuseur avec une petite huile essentielle de sapin des Vosges. Et ça y est, on est en plein dans les Vosges, dans les balades. Donc voilà pour la gestion des émotions. Donc on a vu maintenant pour le côté hygiène de vie. Donc on a vu maintenant le trépied de la naturopathie, les conseils en naturopathie pour booster l'immunité au quotidien. Et puis maintenant, on va passer à ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut proposer en complément alimentaire pour soutenir notre immunité avec les produits de la nature. Alors en phytothérapie, on va penser aux plantes, bien sûr, et on peut penser notamment aux plantes immunostimulantes qui peuvent être soit adaptogènes, soit non adaptogènes. Alors d'abord, que sont les plantes adaptogènes? Ce sont des plantes qui permettent à l'organisme de mieux résister de façon non spécifique à un stress, qu'il soit physique ou psychologique.
et on retrouve environ une quinzaine de plantes qui répondent à ces critères précis. Vous en connaissez certainement quelques-unes de ces plantes adaptogènes. On a évidemment le fameux ginseng, on retrouve l'éleutérocoque, que l'on appelle aussi le ginseng de Sibérie, on retrouve la rhodiole, on retrouve l'ashwagandha en médecine ayurvédique, on en a donc, comme dit, une quinzaine. Donc, soit vous avez des plantes immunostimulantes adaptogènes, soit vous avez des plantes immunostimulantes non adaptogènes. Et là, on va retrouver notamment l'échinacée, on va retrouver le lichen d'Islande, on va retrouver certaines huiles essentielles telles que le ravinsara, le bois de rose, le sarro. Et on va retrouver, alors ce n'est pas une plante, mais on la classe quand même dans les produits de la nature, c'est la propolis, dont on va parler tout à l'heure. Alors justement, on va voir un petit peu certaines de ces plantes ou produits de la nature un petit peu plus en détail. Et on va commencer donc par une plante immunostimulante adaptogène qui est l'éleutérocoque. L'éleutérocoque qui est le ginseng de Sibérie et dont on va utiliser la racine. Alors ce ginseng est utilisé donc, ce ginseng sibérien, cet éleutérocoque, a été utilisé depuis très longtemps par les athlètes russes, mais également par les cosmonautes, car il a une action effectivement de facilitation à l'effort physique, notamment dans l'endurance, et permet une meilleure récupération. Il agit également sur la concentration intellectuelle, notamment lors d'examens ou quand il y a du stress. C'est un tonifiant général qui intervient, est très intéressant en cas de convalescence, en cas d'asthénie, et c'est également donc un soutien de l'immunité. Donc, grande plante très intéressante, avec cependant des contre-indications, notamment l'hypertension, les infarctus, les arythmies et les cancers hormonodépendants, puisque c'est une plante œstrogène-like. Voilà. Je ne sais pas si Françoise, tu avais d'autres choses à rajouter sur c'est-à-dire qu'effectivement, en première intention, souvent quand on veut travailler l'immunité, on a plus tendance à donner, en cas de grande fatigue, l'éleutérocoque en début de cure et après on peut passer sur les autres plantes que tu vas citer tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on sait que quand on est en état de fatigue, on est beaucoup plus sensible aux agressions extérieures, y compris au virus, et que la première chose à faire, c'est de s'occuper de sa fatigue. Donc l'éleutérocoque est une solution. Très bien, merci pour la précision. Et donc, on passe aux plantes immunostimulantes non adaptogènes et donc on retrouve la fameuse échinacée, Echinacea purpurea ou Echinacea angustifolia, qui est donc une plante connue et très utilisée chez les Amérindiens, qui l'utilisaient notamment pour la cicatrisation des plaies. Alors, vous voyez, elle possède des propriétés anti-inflammatoires et elle stimule le système immunitaire. Alors, on va voir un petit peu des choses un petit peu plus précises. Alors, vous avez la liste de ses effets pharmacologiques pour les personnes qui veulent rentrer un petit peu dans les détails. Donc, on voit que c'est vraiment une plante qui est très intéressante, qui est à la fois donc, qui est immunostimulante, qui est anti-inflammatoire, mais qui est également antibactérienne et antivirale. Donc, vraiment une plante très, très, très intéressante. Parce qu'elle contient ces fameux PSI, polysaccharides à effet immunomodulateur, polysaccharides stimulant le système immunitaire. Ce sont donc des principes actifs que l'on va retrouver dans de nombreuses plantes, notamment des lichens et des champignons. Vous savez qu'actuellement, on parle aussi beaucoup de mycothérapie. On utilise beaucoup les champignons aussi en traitement. C'est quelque chose de très, très intéressant. Et donc, voilà, les polysaccharides sont des constituants immunostimulants parmi les plus efficaces. Et ils agissent sur l'arbre immunologique à divers niveaux, au niveau des polynucléaires, etc. Donc, vous avez tous les détails qui sont notés là. Moi, je ne rentre pas dans les détails, c'est pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin. On ne va pas s'arrêter plus longuement sur ces détails-là, mais enfin, vous voyez effectivement leur rôle au niveau du système immunitaire. Donc, rôle très, très intéressant. Alors, évidemment, il y a aussi des contre-indications. Je crois qu'elle
voilà, on trouve les polysaccharides à effet immunomodulateur dans d'autres plantes. Je vous citais notamment le lichen avant, le lichen d'Islande, les champignons, le reishi, le maitake. On retrouve dans les plantes adaptogènes ginseng et l'eutérocoque, donc dans l'échinacée dont on parle. On en trouve dans notre petit plantain tout simple, tout bêta qu'on trouve dans nos jardins. Et puis dans la propolis et dans les espèces pectorales que l'on citera tout à l'heure. Alors oui, ce que je voulais dire effectivement, c'est là, hop. Au niveau de l'échinacée, c'est qu'il y a des contre-indications à l'usage ou des précautions d'emploi à l'usage de l'échinacée, notamment pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, où on fera peut-être un petit peu attention, on évitera peut-être l'échinacée. Françoise, c'est ce que tu nous… Oui, c'est pas une vraie Contre-indication, c'est une c'est pas une précaution vraie d'usage. contre-indication, mais en général, on évite, ou en tout cas, on évitera les 3 premiers mois de la grossesse. Mais voilà, il y a du pour et du contre. Il vaut mieux effectivement que la femme soit soutenue quand elle est enceinte, mais pas de fort dosage dans tous les cas. Voilà, merci pour la précision. Et donc, en cas de maladie auto-immune, ça a été longtemps déconseillé. Je crois que maintenant, on peut proposer l'échinacée, mais avec une fenêtre thérapeutique et en continuant après sur un autre produit. C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire que on considère aujourd'hui que l'échinacée serait plutôt immunomodulant plutôt que immunostimulant. Et c'est à ce titre qu'on pourrait le donner dans les cas de maladies immunodéficientes. Mais voilà, il y a eu tellement d'études que ce que l'on a retenu, c'était celle qui était sortie il y a quelques années et qui interdisait catégoriquement d'utiliser l'échinacée, mais je sais que certaines personnes l'utilisent dans les cas de maladies auto-immunes. Pareil, effectivement, tu l'as bien précisé, respectons surtout ces pauses thérapeutiques. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Dans tous les cas, c'est vrai que l'échinacée demande véritablement des pauses thérapeutiques et pour éviter que le corps ne s'y habitue. Donc, soit on fait des véritables pauses, soit on en profite pour embrayer sur une autre plante qui a un petit peu cet effet-là. Mais dans tous les cas, il est toujours bon, surtout en phytothérapie, de faire ce que l'on appelle ces pauses thérapeutiques. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours tendance à dire que de toute façon, même, je pense que, alors je ne sais pas ce que toi tu en penses, Françoise, mais c'est plus intéressant de changer effectivement de temps en temps de plan, d'alterner, de passer à autre chose pour que justement le corps ne s'habitue pas et pouvoir lui permettre de travailler différemment. Tout à fait. Surtout là, dans cette période où on parle d'épidémie à nouveau. On ne sait pas pour combien de temps on en a. Dans tous les cas, il est vraiment conseillé d'alterner les plantes, ce qui permettra vraiment d'avoir une couverture sur une bonne partie de l'automne, voire de l'hiver. Voilà, très bien, merci. Donc maintenant, on va continuer. Donc ce n'est pas une plante, comme je vous le disais, on va parler, mais on est dans les produits de la nature avec la propolis. Alors la propolis, ce sont des petites gouttelettes de résine qui apparaissent au printemps et en automne sur les jeunes rameaux et les bourgeons, notamment en Europe au niveau des peupliers. On a surtout une propolis de peuplier chez nous, qui est une propolis brune et qui est donc la plus répandue en Europe, qui est un remède naturel qui est connu depuis fort longtemps, puisque les Égyptiens l'utilisaient déjà pour ses vertus Antiseptique. antiseptiques, merci. Voilà, donc cette résine est récoltée par les abeilles sur leur petite patte arrière, ramenée à la ruche où elle va être mélangée, cette résine va être mélangée avec de la cire, avec de la cire d'abeille, avec du pollen, avec d'autres enzymes, etc., pour former un espèce de produit résineux compact et malléable que les abeilles vont utiliser donc pour tapisser les parois de la ruche pour justement les protéger donc des infections, des parasites, des bactéries, des champignons, etc. Donc c'est vraiment une protection très importante pour les abeilles. Et également, ça va leur servir quand par exemple un intrus rentre dans la ruche, un petit rongeur peut rentrer éventuellement dans une ruche. Les abeilles vont être capables de le tuer par leur piqûre avec leur venin,
mais par contre, elles ne vont plus pouvoir le sortir. Il est trop lourd, elles n'arriveront pas à le sortir de la ruche. Donc, en fait, elles vont l'entourer de propolis, elles vont l'embaumer et ça va éviter justement la propagation d'agents pathogènes dans la ruche. Et ce que je disais, effectivement, c'est que les Égyptiens utilisaient déjà cette propriété de la propolis pour embaumer leur momie. Voilà. Donc, ça, c'est pour la propolis. Donc, voilà la composition, je vous le disais. Donc, résine à peu près 50%. Et après, on a de la cire d'abeille et différentes choses dedans avec des composants qui vont apporter donc justement les principes pharmacologiques de la propolis. Hein, ces principes actifs que nous allons retrouver. Voilà. Donc, elle a un effet antiseptique grâce à ces différents principes actifs que l'on trouve dedans. Elle est bactéricide et bactériostatique, elle est fongistatique et antiparasitaire. Et là où elle nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est qu'elle est immunostimulante. Donc, elle est immunostimulante et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Elle est donc également anti-inflammatoire. Donc, vraiment, de nombreuses propriétés, quelque chose de très intéressant au niveau de la propolis. Donc, antioxydante, antibactérienne, antivirale, antifongique, cicatrisante, analgésique, anti-ulcéreuse, voire anticancéreuse. De nombreux travaux de recherche in vitro ont montré que la propolis fait considérablement baisser certains marqueurs de l'inflammation. Elle jouerait un grand rôle dans l'efficacité. Le pouvoir anti-inflammatoire de la propolis jouerait un grand rôle dans l'efficacité de cette propolis pour soulager les infections des voies respiratoires. Et cette étude confirme également le pouvoir antiviral de la propolis brune. C'est quelque chose qui actuellement nous intéresse beaucoup et je ne résiste pas au plaisir de citer cette étude d'essais précliniques qui ont révélé que la propolis stimulerait l'immunorégulation des cytokines pro-inflammatoires responsables des orages cytokiniques fréquemment observés au printemps dernier lors de l'aggravation brutale des formes les plus virulentes de la COVID-19. C'est une étude qui remonte à 2019, novembre 2019. Donc, voilà, ce sont donc des choses qui, à l'heure actuelle, peuvent être effectivement très intéressantes. Donc, on a vu l'éleutérocoque, l'échinacée, on a vu la propolis. On va jeter un petit coup d'œil sur le thym à thymol pour ses propriétés antiseptiques, puisqu'on était justement dans les problèmes respiratoires, infections du système ORL. Donc, le thym à thymol, très intéressant, puisqu'il contient des phénols qui sont effectivement parmi les plus puissants antiseptiques à spectre large. Donc, le thym est antiviral, antibactérien, antimycotique, antiparasitaire, avec vraiment une action très, très intéressante. Alors, on peut l'utiliser simplement en infusion. Hein. Une simple infusion de thym est déjà très intéressante. On peut utiliser de l'huile essentielle de thym. Je fais juste une parenthèse quant à l'utilisation des huiles essentielles pour le grand public. Si vous ne savez pas les utiliser, attention, les huiles essentielles peuvent être dangereuses. Donc, ayez toujours un conseil d'un thérapeute ou de la personne qui vous vend les huiles essentielles pour savoir comment les utiliser. Il me semble important de le dire toujours. Et puis, on va parler également des plantes à mucilage. Alors, les mucilages, ce sont des molécules dans les végétaux qui permettent en fait de retenir l'eau et qui ont une propriété immunostimulante. Hein. Ce sont des mélanges de ces fameux polysaccharides immunostimulants dont on parlait tout à l'heure au niveau de l'échinacée. Et donc, on retrouve ça dans les plantes à mucilage et ça va à la fois apporter donc des propriétés fluidifiantes, expectorantes, mais donc aussi immunostimulantes. Donc, ces mucilages de plantes médicinales servent à réduire l'irritation tant physique que chimique, mais ont également donc cette action immunostimulante de par la présence de leur PSI. On a fait un petit peu donc là le tour des plantes que l'on va voir et on va passer maintenant aux compléments alimentaires que l'on peut proposer avec ces plantes-là. Alors, je vais vous parler effectivement donc des produits proposés par le laboratoire Soria
dont les plantations, comme le disait Françoise avant, sont cultivées de façon biologique en montagne, dans la province de Soria en Espagne, et où les plantes, le plus souvent travaillées à la main, sont rigoureusement contrôlées afin d'assurer l'absence de pesticides, de contamination bactérienne, de métaux lourds et de radioactivité. Et les préparations de phytothérapie sont formulées pour apporter un maximum d'efficacité, sont sans alcool, sans toxicité et avec une simplicité d'utilisation. Alors, pour stimuler nos défenses immunitaires, toute une gamme est à notre disposition. Nous avons déjà l'échinazole. L'échinazole qui est un mélange donc d'extrait sec d'échinacée, de teinture de propolis et d'huile essentielle de thym. Donc, on retrouve les plantes dont on a parlé avant et qui va donc permettre de stimuler la résistance de l'organisme qui est antimicrobien et que l'on peut utiliser donc en curatif notamment. C'est l'utilisation principale, je pense, de l'échinazole, Françoise. Il vaut mieux C'est en curatif. En curatif à cause justement de la présence d'huile essentielle de thym, pour laquelle effectivement on ne préconise pas une durée de prise trop importante. Voilà, tout à fait. Et donc à raison de 3 millilitres par jour. 3 fois 1 millilitre, oui, donc 3 millilitres par jour. Avec la pipette, on peut compter ces millilitres. Donc, vous voyez que c'est intéressant dans de nombreuses indications, avec des recommandations d'usage. Pardon ? C'est la raison pour laquelle, effectivement, on positionne l'échinazole plutôt en curatif, parce que l'échinacée et la propolis ayant un spectre très large, on ne se limite pas qu'aux infections ORL, même si la propolis est vraiment très, très connue pour la sphère ORL. Mais cette synergie est vraiment très intéressante dans tous les cas de début d'infection, tout simplement dans le but de booster les défenses immunitaires de l'organisme et de créer, ce que tu citais tout à l'heure, de créer cette capacité d'auto-guérison de l'organisme. Donc, ça s'adresse à des personnes qui ont effectivement soit la sphère ORL qui est touchée, soit pour stimuler les personnes qui ont régulièrement des cystites, donc des atteintes des voies urinaires. Ça peut être aussi des personnes qui ont des gastro-entérites. Voilà, donc ça peut vraiment booster ces défenses naturelles dans tous les cas d'infection pour que l'organisme puisse réagir très vite et être sollicité dans ses capacités d'auto-guérison. Voilà, tout à fait. Donc, c'est valable à tous les étages. Tout à fait. Dire ça comme ça. On a ensuite le défensate. Donc là, on retrouve l'échinacée et la propolis. Alors, le défensate, effectivement, donc, qui stimule la résistance antibactérienne, antivirale, que l'on peut utiliser à chaque fois qu'il est nécessaire de fortifier son corps contre une agression extérieure, effectivement, et que l'on va pouvoir utiliser cette fois-ci soit en préventif, soit en curatif. Alors, en préventif, on conseillera par exemple une gélule par jour pendant 15 jours sur un mois, donc les 15 jours d'un mois, et à renouveler par exemple le mois suivant. Ou alors, si on a besoin, si les personnes autour de vous sont déjà atteintes, sont malades, que vraiment, ou que vous-même vous présentez des symptômes, vous pouvez passer au curatif et à ce moment-là, on double la dose et on passe à 2 gélules par jour. Si tu as une précision à nous apporter par rapport à ça, Françoise? Je voulais juste rajouter qu'on a eu de très très bons retours aussi dans les cas de certaines pathologies qui étaient devenues chroniques, dans le cas de personnes qui avaient des antibiotiques, mais vraiment au long cours, sur des mois. Le fait de faire des cures régulières de défensate, mais là à raison de 2 capsules par jour, permettait d'enrayer certaines pathologies qui avaient été vraiment problématiques et pour lesquelles les personnes ne savaient plus comment s'en sortir. Donc vraiment, dans les cas chroniques, défensate est indiqué également. D'accord, merci. Ensuite, oups, je suis passée trop vite. Hop, 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 je vais trop vite. Voilà. L'échinacée en extrait fluide. Alors, l'échinacée en extrait fluide, donc avec toutes les préventions, toutes les indications pardon, que l'on a citées avant, déjà qu'on retrouve dans l'échinazole et dans le défensate.
Donc, voilà, l'échinacée, comme on le disait avant, à tous les niveaux du corps, hein, à tous les étages, on peut l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser effectivement soit en préventif, hein, comme le défensate, c'est-à-dire en préventif à raison de 1 à 2 millilitres par jour pendant 15 jours, pendant les 15 premiers jours, par exemple, du mois, ou alors en curatif, et à ce moment-là, on passe aux 3 millilitres par jour. C'est ça. Je voulais juste préciser que dans tous ces extraits fluides, il n'y a pas d'alcool, puisque la spécificité du laboratoire, c'est justement de mettre l'échinacée en présence d'eau d'abord et ensuite en présence d'alcool à 10 degrés, 20 degrés, et ça jusqu'à 95 degrés. Mais le but, c'est ensuite de l'évaporer sous vide à moins 40 degrés pour obtenir justement un extrait sec qui sera très concentré. Et c'est cet extrait sec que l'on mettra dans la glycérine végétale pour ne plus justement avoir une présentation qui contiendrait de l'alcool. Ça permet de le donner justement aux petits ou aux personnes qui ont des difficultés avec l'alcool. Ouais. Oui, tout à fait. Et surtout, ça permet le fait que ce soit percolé dans l'eau et dans l'alcool, ça permet effectivement d'obtenir le totum des principes actifs de la plante. Donc, on a quelque chose effectivement de très concentré. Il me semble que j'avais lu quelque part qu'on récupérait jusqu'à 97% des Oui. principes actifs des plantes, hein. Oui, de par ce mode d'extraction Voilà. surtout qui est Oui, très performant. oui, tout à fait. Et ce qui explique d'ailleurs le résultat que l'on a avec ces produits. Donc, voilà, donc ça c'est pour l'échinacée. On a ensuite la propolis, voilà, donc la propolis toujours sans alcool. Donc, tu peux peut-être juste expliquer le 21, extrait 21, puisque c'était une question qui était posée hier, quelqu'un qui pensait qu'il fallait être XXL pour pouvoir utiliser la propolis. Non, c'est valable même pour les tailles small, il n'y a pas de souci. Oui, oui, tout à C'est fait. tout à fait une En autre fait, signification, je te laisse expliquer. en ce qui concerne un certain nombre de références que l'on voit apparaître maintenant sur le marché, ce sont des présentations où il y a marqué Formule 21 ou Phytothérapie 21. Donc, ça n'est pas du XXL, c'est 21 pour le 21e siècle et c'était surtout pour expliquer que le laboratoire avait un mode d'extraction et de mélange avec la glycérine qui était devenu beaucoup plus performant et qu'ils appelaient maintenant phytothérapie du 21e siècle parce que avec ce mode de fabrication, on a une meilleure absorption dans l'organisme et du coup, un plus grand nombre de principes actifs peuvent passer dans l'organisme avec des résultats qui sont démultipliés. Donc, retenez juste qu'il s'agit d'une phytothérapie du 21e siècle que le laboratoire a fait évoluer. J'en profite puisque tu es sur le slide de la propolis pour préciser aussi que la propolis que nous proposons dans les extraits ou dans nos mélanges ou dans le sirop sont des propolis qui sont originaires justement de cette région de Soria, puisque le laboratoire, selon les années, cultive entre 400 et 500 hectares de plantes médicinales. Et il y a des apiculteurs qui se sont installés aux alentours, permettant ainsi d'avoir un miel d'excellente qualité que l'on va retrouver dans notre sirop, mais également de la propolis qui, pour une fois, et c'est assez rare d'en trouver sur le marché français, on a beaucoup, beaucoup, hélas, de propolis qui vient de Chine, alors que là, c'est vraiment une propolis de très grande de qualité qui a les abeilles, elles ont pu butiner sur des plantes qui ont une croissance qui est courte parce qu'en été, on est en montagne et l'été est très court chez eux, mais elles peuvent butiner sur des plantes qui ont vraiment des principes actifs très, très poussés et de grande qualité. Oui, c'est important la précision et c'est valable pour tous les produits de la ruche, hein. Tu parles de la propolis, je fais une parenthèse sur tous les produits de la ruche, que ce soit le miel ou la gelée royale, c'est pareil. La France est très grosse consommatrice de ces produits de la ruche depuis quelques années, c'est devenu très à la mode et malheureusement, nous en consommons beaucoup plus que nous n'en produisons. Et donc, je tiens toujours à préciser, attention à l'origine de ce que vous achetez et du produit que vous utilisez, que ce soit la propolis, le miel, la gelée royale.
ce sont vraiment des produits où il faut faire très attention à l'origine parce que malheureusement, nous sommes inondés de produits qui viennent souvent de loin et qui n'ont pas été forcément traités avec la même rigueur que l'on peut trouver dans nos productions. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'important de connaître l'origine de ces produits. Merci pour la précision, Françoise. Je crois que c'est vraiment hyper important. Ensuite, on a effectivement donc le fameux pack immunité où vous retrouvez donc une proposition où vous retrouvez l'échinacée et la propolis dont on vient de parler et où on vous propose donc d'alterner effectivement entre l'échinacée et la propolis. Ça rejoint tout à fait ce que l'on disait l'une et l'autre un petit peu avant en disant que c'est bien que le corps ne s'habitue pas toujours à prendre le même produit et qu'on puisse alterner un petit peu les produits et apporter d'autres choses parce qu'il n'y a pas qu'un principe actif, il y en a de très, très, très nombreux et ça permet donc d'apporter des choses différentes au corps. C'est très intéressant au niveau de l'utilisation d'alterner les produits. Et ce que j'ai oublié de dire avant dans les dias précédentes, c'est qu'effectivement, il y avait toujours les conseils enfants, c'était écrit, je n'en ai pas parlé. Ce sont, comme tu le disais, comme il n'y a pas d'alcool, des produits que l'on peut donner aux enfants avec, comme c'était proposé, des doses moindres. Donc, c'est pareil pour les enfants, on peut utiliser également le pack immunité, donc avec des doses plus faibles. On va retrouver notre éleutérocoque, hein, donc notre plante adaptogène dont on a parlé avant, tout en début de diaporama, donc, qui existe seul en extrait fluide également, donc qui est effectivement donc, aussi immunostimulante, qui est adaptogène, donc immunostimulante, et qui a tout à fait un intérêt, comme le disait Françoise, quand on est fatigué. Donc quand on est fatigué, quelquefois, pensez peut-être à utiliser en premier de l'éleutérocoque, hein, vraiment pour remonter la pente, pour soutenir cet état de fatigue, et puis peut-être après à passer sur de l'échinacée ou de la propolis. Hein. C'est ce que tu proposais, Françoise. Oui, c'est de démarrer quand la personne est très fatiguée sur une première cure d'éleutérocoque pour ensuite embrayer sur, par exemple, l'alternance d'échinacée, de propolis. Tu as cité d'autres plantes également qui peuvent agir sur l'immunité. Chez nous, c'est vrai, on n'en a pas parlé tu ne vas pas en parler dans le PowerPoint, mais je pense aussi à une autre plante qui est le calendula, le souci, qui est aussi une plante qui joue sur l'immunité. Et donc, quand on veut comme ça alterner tout au long de l'automne ou de l'hiver, on peut vraiment aussi alterner sur les plantes qui agissent toutes à des différents niveaux. Et pour l'organisme, c'est toujours bénéfique d'apporter une plante différente à un moment donné. Et comme il s'agit souvent en ce moment de pathologie ORL, on va pouvoir penser effectivement aux autres produits. Donc, on a le sirop, le fameux sirop à la propolis, où on va retrouver donc la propolis et le miel, donc les produits de la ruche, mais on va retrouver également l'échinacée dont on a parlé, et puis ces fameuses plantes à mucilage telles que le bouillon blanc, la guimauve. On trouve le lichen d'Islande dont on a parlé au niveau des polysaccharides immunostimulants. On retrouve le cassis qui est un grand anti-inflammatoire, etc. Donc, on trouve vraiment les plantes très intéressantes pour ce sirop que l'on va utiliser, tu nous disais, Françoise, plutôt pour les toux un petit peu sèches, hein, Oui. éventuellement. Oui, le propolis est beaucoup plus indiqué pour les toux sèches, voire toux sèches avec une alternance de toux grasses, mais la prédominance, ça reste la toux sèche. Voilà. Donc, voilà le sirop propolis. On trouve ensuite une spécialité qui s'appelle Expectosor, donc le complexe 12, où l'on retrouve effectivement le bouillon blanc, la guimauve, on retrouve le thym, l'origan aussi, qui est très intéressant en huile essentielle, hein, qui est une huile essentielle très, très puissante aussi, antibactérienne, antivirale. Et donc, avec un mélange tout à fait de plantes, il y a toujours une très belle synergie de plantes prévues dans ces mélanges, et donc avec un effet effectivement antiseptique des voies respiratoires, donc que l'on peut proposer aussi en complément. Et on continue avec, je vous l'ai fait hier, je vous le refais aujourd'hui en live, c'est pas fait exprès, hein, mais voilà. Oups, je suis tombée sur l'ordi, Bucosor. Hein. Voilà, tout le monde voit bien, Bucosor.
hein. C'est mon chouchou, c'est le spray pour la gorge. Alors, effectivement, la formulation est quasi magique pour toutes les personnes qui travaillent avec leur voix. Donc, je pense évidemment aux enseignants comme moi, mais pas que. Les, comme je le racontais, l'anecdote que je racontais en cours à l'université populaire, j'ai une auditrice qui chantait dans une chorale et qui avait souvent des problèmes de voix cassée ou de difficultés de gorge irritée, etc. Et donc, elle a testé le Bucosor et elle a convaincu toute la chorale à avoir le Bucosor dans le sac lors de leur réunion. C'est devenu leur produit phare. C'est vraiment un produit effectivement très intéressant sans avoir de problème particulier, si ce n'est effectivement des extinctions de voix, une voix fatiguée quand on travaille trop avec sa voix, mais également, bien sûr, dès qu'il y a agents pathogènes qui se manifestent, mais on peut aussi l'utiliser localement, et là je le trouve très intéressant en tant que vieux dentiste, c'est de l'appliquer directement sur un aft ou de l'utiliser sur un problème de gencive directement. Hein. Alors soit on le spritz directement, soit on peut le mettre sur un petit coton-tige et l'appliquer sur l'aft, par exemple. Voilà donc pour le Bucosor. Grand produit intéressant. Puis après, on continue avec les pastilles, donc les Pectolis pastilles, où vous retrouvez la mauve, entre autres, qui est aussi une plante à mucilage. Hein. Donc, on retrouve toujours un petit peu toutes ces plantes avec ces polysaccharides immunostimulants, avec ces molécules à mucilage, ces mucilages, etc. Donc, pour adoucir effectivement la gorge. Voilà, donc vous avez plante par plante des petites précisions sur leur action anti-inflammatoire hein, et antibactérienne grâce à la propolis, antibactérienne, antivirale, antifongique grâce à la propolis, pour adoucir la gorge et les voies respiratoires. On continue avec le sirop du même nom, le sirop Pectolis, où on retrouve en grande partie les mêmes plantes, qui est donc, je dirais, un petit peu l'équivalent du sirop à la propolis, mais cette fois-ci sans sucre. Donc, pour les personnes qui doivent faire attention, on pense notamment aux diabétiques ou aux personnes qui font très attention au taux de sucre apporté par l'alimentation. Et donc, on y retrouve à peu près les mêmes ingrédients, mais plus dosés. Hein. Tu nous disais, Françoise, dans le Pectolis, les plantes sont plus dosées. Effectivement, sur des ingrédients, il y a un petit peu moins d'ingrédients que dans le sirop propolis, mais sur des concentrations plus importantes. Mais dans tous les cas, le Pectolis s'adresse au même public. C'est également des personnes avec toux sèche en particulier, et possibilité d'alternance dans la journée avec des toux grasses. Voilà, le goût reste très agréable. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de sucre à index glycémique élevé que le sirop serait moins agréable, mais le goût reste très agréable, mais on a souhaité proposer un sirop qui soit sans sucre. Voilà. Et donc, on a fait un petit peu le tour de pas mal de choses. Il me restait encore un produit auquel je n'avais pas a priori pensé, mais dans la discussion, on en a parlé, c'est la fameuse spiruline. Alors encore voilà, le sirop Pectolis hein, avec toutes les plantes. C'est la fameuse spiruline, effectivement, qui a un intérêt, je pense, notamment préventif, puisqu'elle a un effet stimulant immunitaire qui a été mesuré dans de nombreuses études qui ont mis en avant que les globules blancs étaient activés par la spiruline avec production de cytokines et que la grande variété de nutriments contenus dans la spiruline aide à renforcer les défenses naturelles de notre organisme. On y retrouve la fameuse phycocyanine, on y retrouve les fameux polysaccharides dont on a parlé avant. Et puis, on parlait du zinc. Vous trouvez du zinc dans la spiruline, vous trouvez du sélénium, vous trouvez des vitamines, notamment du bêta-carotène, hein, une provitamine A, de nombreux acides aminés, notamment des acides aminés essentiels, des oligoéléments, bref, des antioxydants. Bref, c'est toujours intéressant parce que là, on a quelque chose qui apporte beaucoup de catégories différentes de nutriments à notre organisme. Hein. Et des antioxydants qui protègent également les cellules contre les réactions inflammatoires démesurées,
Donc, la spiruline peut aussi être utilisée actuellement, pareil, sous forme de cure ou au quotidien. Hein. Il n'y a pas de contre-indication, je pense, particulière pour l'utilisation de la spiruline. Françoise? Non, il n'y en a pas spécifiquement. On recommande juste de faire attention à la qualité de la spiruline. Voilà. Ça, c'est un point sur lequel je ne sais pas si tu prévoyais d'en Non, parler. je te laisse en parler puisque tu es la mieux placée pour ça. C'est vrai que la spiruline a une capacité à chélater les métaux lourds. Donc, il est important, elle peut déjà chélater les métaux lourds dans son milieu dans lequel elle se développe, puisque la spiruline est une algue d'eau douce que l'on peut faire développer dans des bassins. Et donc, c'est important qu'elle soit toujours mise en contact d'une eau de grande qualité. Et une de ses capacités dans notre organisme, c'est également de capter ces métaux lourds. Donc, il est extrêmement important d'avoir une spiruline de grande qualité dès le début pour éviter d'injecter déjà au départ des quantités de métaux lourds, ce qui est quand même dommageable pour l'organisme. Et donc, je voulais faire cet aparté parce qu'effectivement, on a eu un contrôle il n'y a pas très longtemps sur notre spiruline et qu'on a eu un retour extrêmement positif sur la qualité que nous proposons. Voilà. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des compléments alimentaires que l'on peut proposer. Alors évidemment, non, la liste, non, j'ai pas dit on a fait le tour, on en a vu quelques-uns, il y en a d'autres, bien sûr. On pourrait encore parler de la gelée royale, on pourrait parler de l'extrait de pépins de pamplemousse, on pourrait revenir aux huiles essentielles, à l'aromathérapie avec l'huile essentielle de Ravinsara, qui est très important dans le soutien de l'immunité. Mais leur tournée, on pourrait effectivement encore parler de nombreuses choses. Moi, je voudrais conclure en disant qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on voit là que pour soutenir son immunité, on a des solutions en complément alimentaire, mais que ça ne doit pas faire oublier que l'immunité, ça se travaille au quotidien. Ça se travaille au quotidien en travaillant sur ce fameux trépied de la naturopathie, alimentation, gestion des émotions, mouvement, respiration, sommeil, contact avec la nature. Hein. C'est vraiment là la base et que quand on respecte cette base, on donne déjà à notre corps une capacité d'auto-guérison et que si effectivement, pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à travailler uniquement sur ce trépied, et c'est vrai que par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué d'être toujours au top dans tous ces domaines-là, on peut penser effectivement à soutenir son immunité, surtout quand il y a des périodes qui sont peut-être plus comment dirais-je, plus propices à la propagation des virus, comme actuellement. Hein. Donc, c'est intéressant d'avoir sous la main un complément alimentaire, mais que ça ne doit pas nous faire oublier effectivement le quotidien et le soutien de l'immunité au quotidien, qui doit vraiment être un mode de vie. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Françoise, si tu avais encore une question Bon. ou si on avait quelque chose à rajouter, non, je crois pas. Je crois qu'on a Non, vu tout ce qu'on avait hier. complet. Je voulais, en tout cas pour ceux qui auront écouté cette conférence en replay, je les remercie pour leur attention. Je te remercie particulièrement à Anne-Dominique pour cet exposé très clair. Voilà, prenez soin de vous. Il y a suffisamment d'outils à votre disposition et prenez soin de votre santé, c'est important. Merci beaucoup Françoise de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés avec patience parce que je crois qu'on a été un petit peu long, mais bon, Le sujet est vaste. le sujet est vaste et on aura encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà pas mal. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et je rejoins ce que dit Françoise. Prenez soin de vous Le et à sujet bientôt. est vaste et surtout, c'est dommage que l'on n'en parle pas plus, de prendre soin de cette immunité parce que ça peut éviter quand même beaucoup de désagréments et de cas plus graves. Donc, prenez soin de vous, on vous dit au revoir et à la prochaine d'ici Au 15 revoir, à la prochaine. Ciao.